Donc quand on m'a proposé de clôturer cette journée, je l'ai un peu pris comme un défi, donc c'est mon baptême du feu, il faudra me pardonner toutes les approximations et tout ça. Je teste, donc vous l'aurez compris, hein, je vais rappeler le thème de la journée. Donc c'est sous le prisme des enjeux écologiques, comment et pourquoi conserver et quelle durabilité pour le patrimoine écrit. Moi déjà, je dois dire que merci d'être venu, merci d'avoir organisé et merci d'avoir trouvé un titre aussi clair, efficace, concis. Vraiment, moi personnellement, j'aime beaucoup les titres qui sont comment, pourquoi, parce que généralement, par les questions les plus simples, on soulève les enjeux les plus complexes. Et donc, en bonne élève, j'avais préparé des citations, lu les PowerPoint, mais en fait, en écoutant les présentations, je me suis lancée dans un exercice peut-être qui sera un échec. Mais ce qui m'a frappée dès la première présentation, c'est qu'en fait, le patrimoine lui-même, son essence propre, a été un peu présente en filigrane dans absolument toutes les présentations. Donc le patrimoine, on a eu une présentation juridique, mais en fait, quand on demande qu'est-ce que c'est, moi, il y a un mythe fondateur de ma scolarité à l'école des Chartes qui disait qu'un élève avait dit à un concours, je ne sais plus si c'était l'INP ou l'ENSIM, à cette question-là, elle avait répondu « il est partout ». Et en fait, c'est anecdotique, mais c'est vrai. Il est indéfinissable, il est multiple, il est surprenant, il est absolument sans aucune limite. Il est souvent imprévisible et on entre en lien ou en résonance réelle avec lui de manière souvent très imprévue. C'est ça le patrimoine, c'est insaisissable. Dès les premières 10 minutes, on a su pourquoi on était là, on a su qu'on avait des questions à se poser, qu'on était un métier historiquement très ancien, et qui devait se renouveler énormément. Déjà, il se renouvelle parce que l'information change, elle change de support, elle change de modalité de diffusion. Donc nous, on doit maintenant tout prendre en compte. Et d'ailleurs, j'en suis un exemple assez flagrant. Oui, je suis bibliothécaire, je m'occupe de data et de la migration des données de la BNF. Donc certains d'entre vous peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Et en fait, c'est parce que le patrimoine, il guide absolument tous nos quotidiens, on va dire. Et il est présent dans n'importe quel service d'une bibliothèque qui soit technique ou lié aux collections. Et donc là, ce métier qui doit s'adapter, il doit prendre en compte de plus en plus les enjeux écologiques comme l'entièreté de notre société. Et c'est vrai. Et en fait, dans les années qui sont derrière nous, moi je me souviens d'un stage à la bibliothèque du Mans où l'ancien conservateur de la BM et des archives en fait découpait tous les ouvrages pour en faire des extractions notables, des enluminures par exemple. Ce qui serait à l'heure actuelle impossible et potentiellement on peut se dire que dans 50 ans ou dans 100 ans, on dira « Ah bah c'était bizarre, les gens de 2020, ils ne prenaient pas les enjeux écologiques au sérieux alors que maintenant ça fait 100% partie de notre quotidien. » Ce sera la même chose. Et puis en plus, les bibliothèques ont plus de 2000 ans, on l'a vu aussi ce matin, donc on est quand même sacrément résistant, je pense qu'on a à peu près à avoir peur d'aucun enjeu. Après, on a débuté les présentations magistrales, des aspects qui entourent le patrimoine, mais où là encore, il était complètement présent. Quand on a eu la présentation du cadre juridique, le droit, la doctrine, on va dire, on a vu les deux faces du patrimoine se dessiner. Le patrimoine exceptionnel, celui qui est symbolique, celui qui transcende par sa rareté, son prix, par son aspect unique. Là, quand on parle de lui, on pense particulièrement aux manuscrits enluminés médiévaux qui sont emblématiques du patrimoine. Et en fait, sous lui, il y a le patrimoine courant, les traces de la vie, ce qui n'a absolument aucune valeur, comme les factums, par exemple, mais qui sont pourtant d'une richesse historique transcendante et phénoménale. Ou alors, moi, donc, encore une fois, je fais partie du département des métadonnées. Donc nous, on corrige le catalogue. On n'a absolument aucune collection. Et parfois, on fait parler les notices. En fait, il n'y a pas très longtemps, une correctrice du catalogue m'a raconté qu'elle a dû aller corriger une notice bibliographique, et en fait, elle parle hébreu. Et c'était une notice qui avait un problème de PEP. Les gens qui sont de la MNF savent de quoi je parle, de notice d'autorité liée qui n'était pas bonne. Et en fait, en ouvrant l'ouvrage, elle a été frappée par la foudre, en fait, le patrimoine qui arrive dans la vie, parce que sur la page de titre, il y avait marqué à ma petite fille que j'aime, ton père qui ne t'oubliera jamais, ton papa qui ne t'oubliera jamais, en hébreu. Et c'était un ouvrage qui datait de 1941 et un ouvrage pour apprendre l'hébreu, pour les enfants.
Donc toute l'histoire se dessine derrière tout ça, derrière cette note marquée sur la page de titre. On a un film pratiquement instantanément qui se dessine dans notre tête. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui n'est absolument pas mesurable, et qui montre que le patrimoine, c'est tout, et c'est à nous d'y faire attention. Après, on a voyagé dans les bâtiments. Et là, ce qui est frappant, c'est qu'on nous a présenté la réhabilitation, les extensions et les bâtiments neufs. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser que la réhabilitation, c'était aussi du patrimoine. Parce que nos livres, notre patrimoine écrit qu'on conserve, en fait, nous, on le conserve pour une raison. On est professionnels, on est fort, on a été formés, on se forme tout au long de notre carrière. Mais en fait, libre à n'importe quel usager de faire du patrimoine ce qu'il en veut, il le reçoit comme il le veut, et il n'y a pas deux personnes qui le reçoivent de la même manière. Et quand on parle de statistiques, et pourtant il faut tout mesurer, en ce qui concerne la réception du patrimoine, les professionnels sont les premiers à le dire, parfois il suffit qu'une personne soit touchée par la grâce, crée un lien avec ce patrimoine, et en fait cette interaction entre cette personne et l'ouvrage, le manuscrit ou n'importe quoi d'autre, ça vaut 1 million de visites à une exposition. Et c'est aussi ça le sens de notre métier, il n'est pas quantitatif, il est là purement qualitatif. Et donc c'est créer un lien, réhabiliter, le rendre vivant, le réemployer, le faire vivre. Après, on l'étend aussi, ce patrimoine, puisqu'on fait des liens entre les collections. On y adjoint de nouveaux liens, on le rend plus visible, on fait des liens entre les documents des archives, les documents des bibliothèques, des musées, entre les collections patrimoniales anciennes, les collections récentes. Vraiment, on l'étend le plus possible, notre objectif ultime étant qu'il soit connu par tout le monde. Après, il y a le bâtiment neuf, et là, le bâtiment neuf, c'est comme l'entrée de la BD. Il y a quelques années, on disait volontiers que la littérature jeunesse était de la sous-littérature face à ce qui serait une grande littérature, un peu une valeur œcuménique. Et en fait, maintenant, non, enfin, j'ai envie de dire, mais là, peut-être que je me ferais jeter, enfin, pas devant ce public-là, mais plus aucun professionnel sérieux n'oserait dire qu'il y a une hiérarchie entre les ouvrages. C'est pas à nous de décider, en fait, ça. C'est aux gens de décider, d'élire le patrimoine qu'ils décident, qu'ils veulent, qui leur parle le plus. Et nous, on doit juste tout faire en sorte pour qu'ils puissent avoir le choix, avoir un panel d'actions qui s'ouvre à leurs yeux et qui leur permet de connaître son existence. Après, on a immergé dans les approches climatiques sous la pluie. Et là, en fait, c'est les conditions de conservation. C'est le changement de paradigme de ces conditions de conservation, le passage à la recherche de la stabilité et des conditions de conservation raisonnées et plus généralisées. Et là, ça fait aussi écho à ce qu'on a dit au passage d'un patrimoine qui est subi, qui est hérité des vagues révolutionnaires, à un patrimoine qui est plutôt choisi. Et là, la question que moi, j'aimerais poser, c'est mais par qui ? Parce que si c'est nous qui choisissons, on y insère un biais forcé. On est des professionnels des bibliothèques et rien que le fait que nous parlions de patrimoine, on est déjà biaisé, vous faites partie du côté de la population qui sait ce que c'est. Mais si on va dans la rue et qu'on demande à quelqu'un ce qu'est le patrimoine, on a plus de chances qu'il nous réponde c'est du patrimoine financier que du patrimoine ancien ou du patrimoine écrit. Et ça, il faut y faire attention. Surtout que ce qu'on fait, c'est pour les générations futures, c'est pas pour nous. En fait, c'est pas nos fonds, il s'agit pas de nos collections, il s'agit de capter les traces qui sont actuellement visibles, et de faire que les générations futures puissent avoir des représentations fiables, les meilleures qui puissent être, pour continuer à construire une science historique qui soit efficace et qui puisse bénéficier de toutes les traces dont elle a besoin. On a parlé du bâtiment passif, du château, qui est lui-même un patrimoine, ce qui est assez drôle aussi, parce que si on retourne sur le côté du patrimoine écrit, on dit souvent que les manuscrits médiévaux sont en fait beaucoup moins des collections à risque que notamment la presse, qui est imprimée sur un papier qui s'autodétruit, alors que notre manuscrit médiéval, il a déjà fait preuve de sa résistance. Les couleurs sont peut-être repassées, il ne s'agit pas de le mettre sous la pluie, mais en tout cas, lui, il est fait grâce à des techniques qui ont quand même soutenu l'épreuve du feu aussi. Et des bâtiments isolés, et là aussi on peut se poser des questions sur ce patrimoine écrit qui est lui aussi souvent isolé dans ses réserves, alors que notamment les collections du musée sont elles affichées sur les murs. Alors bien sûr on n'affichera pas sur les murs des collections de bibliothèques parce que ça n'a pas exactement la même aura, il y a quand même un médium qui est beaucoup moins
visuel, entre guillemets. C'est très difficile de faire des expositions sur des objets littéraires. Ça demande une médiation énorme et des conditions de conservation qui sont excessivement complexes. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes, mais vous me permettrez la caricature. Donc voilà. Et il y a la question de la conception des bâtiments, des choix qui ont un impact phénoménal sur la structure énergétique. Et au même titre, la construction du patrimoine contemporain pose des questions énormes et aura un impact sur les générations futures. Après, on est rentré dans le ballet des tables rondes. Et là, on est passé sur le comment. Le comment valoriser, comment transmettre. Et là, il n'y a pas de meilleurs exemples, il n'y a pas de meilleure manière d'illustrer ces deux questions simplistes que par des exemples. Des exemples de voyages à travers des herbiers notamment, qui sont là, on le remarquera encore, pas les collections du patrimoine écrit auxquelles on pense, mais des collections qui sont excessivement visuelles, qui sont appréhendables, je vais dire facilement, sauf que j'aimerais pas être dans la position où on met un herbier entre les mains et une classe de 5e devant moi en me disant « vas-y ». Mais en tout cas, visuel, ça j'en suis sûre. Et la valorisation du patrimoine qui dépasse un patrimoine classique et qu'on fait dépasser du patrimoine classique. Maintenant, on essaie d'utiliser absolument toutes les collections et de ne rien laisser, entre guillemets, sur le carreau. On a beaucoup parlé de mutualisation, de partenariat, de liens entre plusieurs collections, voire même là, plusieurs services de la ville, de réflexion beaucoup plus globale, et de faire passer l'usager, la personne qui reçoit on lui fait plus seulement voir des choses, on le fait pratiquer, on lui fait découvrir, on lui fait vraiment s'approprier les choses, parce que c'est quelque chose d'avoir un exposé magistral, mais quand on n'a aucune pratique derrière, c'est souvent vain. Après, on a fait revivre une forêt au Moyen-Âge grâce à du patrimoine. Et là, c'est vraiment approcher le passé par l'écrit, parler d'époques révolues grâce à des traces qu'on a conservées souvent par des moyens aléatoires, tout utilisé pour approcher quelque chose qui est fini et qu'on n'aura aucun moyen de vivre, en fait. On ne peut pas le vivre, on peut seulement le déduire. Et nous, on a à notre disposition plein de traces qui sont absolument diverses, et il faut extrapoler les informations. Ce qui demande une nécessité d'inventivité, un caractère d'Indiana Jones. Et moi, je me souviens, un jour, en service public à la BNF, il y a quelqu'un qui est arrivé en saleté, en me montrant un ouvrage qui lui appartenait, qui n'avait plus de page de titre, ni les propos liminaires, et qui m'a dit, il faut que je retrouve le titre exact, et c'était un ouvrage du XVIIe siècle. Et là, l'aventure commence. C'est la même chose. Il ne faut pas oublier que grâce au patrimoine, on a une manne exceptionnelle à notre disposition et des sources d'inventivité sans limite pour les exploiter. Après, on est passé de quelles actions et pour qui. Et le pour qui, il est, merci de l'avoir redit, le pour qui, c'est tout le monde. Le patrimoine, il n'est pas à destination de privilégiés, d'érudits, il est à destination de tout le monde. C'est du domaine public. Et quand on dit public, c'est vraiment tout le monde. Et ça, il faut y penser à le rendre accessible, à le rendre appréhendable, sans le travestir, sans le rendre simpliste ou le dévaloriser, éviter de faire des raccourcis pour lui rendre grâce, entre guillemets. Faire des ateliers découvertes, des ateliers de pratique, et profiter de toutes les ressources qui sont à notre disposition. Notre patrimoine est beau, les lieux de sa conservation le sont aussi. Il y a toute une aura, un environnement magique et extraordinaire qui peut se dessiner derrière lui, à côté de lui, et permettre de le mettre en valeur. Il faut aussi le confronter au monde contemporain, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Il permet d'illustrer le passé et de mieux comprendre tous les enjeux. Par exemple, je sais que le service de AC avait aussi développé des actions sur la place des femmes, notamment dans la presse. Et c'était, si ma mémoire est bonne, une syndicaliste qui, à l'époque lyonnaise, qui n'avait jamais été mentionnée par son nom en fait dans la presse, parce qu'elle était toujours. C'était à une époque où les femmes n'étaient jamais mentionnées par leur nom, et ça, c'est des choses qu'on a oubliées. Mais cette confrontation au passé, elle fait du bien de se rappeler un peu que tout ça, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, et que il y a encore des traces. Voilà. Après, on est passé aux éditions.
mémos qui nous permettent d'interroger des questions qui sont un peu de l'ordre du métaphysique et de ne pas oublier que le patrimoine, il est aussi là pour ne pas réinventer la roue de manière inutile. On est quand même les héritiers d'une tradition littéraire énorme. Et il ne faut pas oublier que parfois l'histoire littéraire est liée au hasard et généralement, les grandes œuvres littéraires, elles sont grandes aussi parce qu'elles ont eu des conditions de réception particulières qui sont parfois plutôt du hasard que... Il y a certainement des très grandes œuvres qui n'ont pas connu un destin littéraire énorme, mais pas parce que le texte était d'une qualité moindre, mais aussi parce que toutes les conditions attenantes n'étaient pas réunies. C'est pas le bon éditeur qui les a édités, c'était pas la bonne année, il n'y a pas eu le bon cercle autour. Pourtant, c'est des œuvres fondamentales qui sont pour le moment cachées. Donc la question de la réédition, de la diffusion, de l'accessibilité, de tout ce passé littéraire est absolument fondamentale. Et il faut le diffuser sur toutes ses formes, parce que ne pas oublier sa qualité, effectivement son caractère universel, intemporel. Ce qui est beau, ce qui a été beau il y a 10 ans, sera certainement beau encore dans 100 ans. Et il y a des qualités intrinsèques, des clés de lecture qu'il faut aussi savoir passer aux générations futures. Il y a de grandes chances qu'on ne lira pas Proust de la même manière dans 100 ans. Pourtant, c'est une œuvre littéraire notable. Il y a toute l'intertextualité qu'il faut garder. Et c'est la même chose pour plein d'autres choses. Pour conclure, la conclusion, ce qu'il ne faut pas oublier pour le patrimoine écrit, c'est qu'il peut tout représenter parce qu'il est tout. En fait, le patrimoine écrit, ça veut juste dire qu'on veut le conserver pour l'avenir. Et il ne faut pas oublier que, en fait, il n'a pas de fin. C'est un puits sans fond auquel il faut accepter de descendre et qu'il faut reconnaître sans cesse pour pouvoir le rendre accessible. Il ne faut pas oublier non plus que nous, on est prisonniers du présent, en fait. Et donc, il vient du passé, c'est sa raison d'être, mais il doit être conservé et on fait des sacrifices pour lui, financiers. On sacrifie une partie de sa communication parce que, bien sûr, qu'on ne peut pas aller sur une place principale d'une ville avec des manuscrits médiévaux en les montrant à tout le monde. C'est pas possible, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on les conserve pour les générations futures. Il ne faut pas sacrifier le présent non plus. Et il ne faut pas oublier qu'il doit évoluer avec nous, qu'on ne peut pas le figer. Il faut continuer à le questionner, à l'enrichir, à le brusquer même, parce que sinon on va le figer, on va le mettre sous une cloche et le couper de tout le monde et de tout. Et s'il est coupé de tout et qu'il devient un secret d'initié, en fait il sera perdu. Parce que s'il n'a pas de lien, c'est un patrimoine qui deviendra désincarné, et un patrimoine désincarné, c'est souvent un patrimoine oublié. Aujourd'hui, on a eu la preuve à plusieurs reprises que le patrimoine est vivant, il résonne sans cesse et sous différentes formes, que les professionnels, pas seulement des bibliothèques, sont inventifs et font énormément de choses pour lui. Et qu'au-delà de la technique, de la science, du bâtiment, c'est surtout une question d'esprit, de conscience raisonnée et durable, et qui doit guider notre travail autour du patrimoine.